projet, donc la production. Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour ce méthode. J'espère que la présentation va vous intéresser et qu'on pourra échanger après. Juste pour me présenter, mais ça a été un peu fait, je m'appelle Simon Grache, je suis data scientist à Thales, dans des locaux qui sont basés à Saclay, sur le campus de Lille, et dans une truc qui s'appelle Theresis, et en fait c'est l'étude amont de Thales, c'est-à-dire on explore des sujets, et si ça marche bien, après c'est visé pour être mis en prod dans des produits Thales. Donc, sur la présentation, en fait, on va surtout parler d'interprétabilité du machine learning. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier, mais c'est un thème qui est de plus en plus récent. Et en fil rouge, on va faire ça sur la détection d'anomalies, sur un cas d'usage de surveillance maritime. Donc, au début, on va juste expliquer, voir un petit algo de détection d'anomalies. Ce n'est pas un cas de data science incroyable, mais c'est pour poser les choses et discuter. Et c'est aussi une excuse pour derrière arriver à parler d'interprétabilité du machine learning qui, en un mot, c'est expliquer en fait les prédictions d'un algorithme. Pour démarrer, on se met sur des données AIS. Alors c'est des données qui émettent des bateaux, des navires, toutes les X secondes. Et en fait, il y a plusieurs types de messages encodés de différentes façons. Mais la plupart des informations sont les suivantes, qui est l'information utile. On retrouve la vitesse, le cap, les coordonnées, le type de navire, est-ce que c'est un cargo, un tanker. Le statut de navigation, est-ce que le bateau a jeté l'ancre? Est-ce qu'il est en train de mettre le moteur? Le moteur marche, j'ai fait une grosse ligne droite. Et le timestamp, toutes les informations qui sont liées à la variable chronologique. Et juste pour finir, sur les fréquences d'émission, ça dépend des variables, mais quand on a un bateau qui est en train d'accélérer, ça peut aller jusqu'à toutes les 2 secondes des messages. Donc quand on veut vraiment faire analyser ces messages AIS à la surface du globe, ça fait vraiment beaucoup de messages. Et en pratique, du coup, là, on va s'appuyer sur une architecture Big Data qui sera vraiment distribuée. Et là, pour le coup, c'est du Big Data. Et du coup, on a la nécessité. Mais je ne vais pas trop en parler sur la présentation, sur l'aspect architecture. Plutôt sur le cas d'usage. Un des objectifs, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ces messages AIS, c'était en fait d'isoler des messages qui soient statistiquement anormaux pour enquête. Et la procédure qui a été prise, là aussi il y a plein de façons différentes, mais juste pour présenter celle-là, par exemple on se place sur les messages qui proviennent des navires type cargo. On fait un modèle qui est entraîné sur cette classe de navire, et en fait c'est juste un modèle de classification où on va entraîner à déterminer, à classer est-ce que c'est un cargo ou un autre type de navire. Et l'idée en fait c'est derrière d'apprendre le comportement moyen, sous la sonde d'un message de la classe cargo. Pour l'utiliser ensuite, une fois que l'algo est appris, il y a un nouveau message qui arrive, AIS, qui se prétend de la classe cargo. On va rechercher le modèle qui a été entraîné sur cette classe cargo. On regarde la probabilité que ce message soit classé en cargo. Et cette probabilité entre 0 et 1, ça va constituer le score d'anomalie. C'est-à-dire si y a un message qui a une très faible probabilité, c'est-à-dire que quelque part, il y a des caractéristiques qui sont atypiques pour la classe de navire cargo. Ça peut être qu'il est dans une zone géographique qui est assez bizarre pour des cargos. Il a une vitesse dans une zone qui est bizarre, etc. Sur les performances, on a testé sur des données d'apprentissage. Alors ça faisait à peu près 1 mois de message AIS. Ça faisait, sur les données d'apprentissage, c'était 115 millions de lignes. Alors c'est une donnée structurée, c'est sous forme de tableau très, très simple. Hein. C'est une ligne, un message, et colonne des champs de valeur. Sur les données test de 50 millions de lignes. Et les résultats étaient plutôt bons. Je pense trop bons même. Je pense que ça mériterait, alors on n'a pas eu beaucoup de gens sur ce cas d'usage, mais ça mériterait de creuser un peu, mais je pense que les résultats sont très bons aussi parce que déjà il faudrait tester sur une autre source de messages AIS, parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages, mais il doit y avoir de la redondance, des messages qui proviennent des mêmes navires, etc. On pourra avoir deux situations, en tout cas ça a confirmé. Mais par exemple, si on prend sur les données tests, ce qui est intéressant, c'est par exemple pour après faire la détection d'anomalie, c'est l'accuracy parmi les cargos. Sur 50 millions de messages, il doit y avoir à peu près je sais pas, 15 millions de messages qui sont avec la classe cargo.
sur ces 15 millions de messages, l'algorithme arrive quand même à retrouver dans 97% des cas que c'était bien un message cargo. Donc il apprend quand même assez bien disons, le comportement d'un message. Après, juste pour terminer sur ça, c'est vraiment un exemple de détection d'anomalie pour passer un peu à la suite. Il y a beaucoup de choses à faire sur AIS. Typiquement, là, on raisonne par message AIS. En statistique, on fait souvent l'hypothèse implicite que les messages sont IID. Là, en l'occurrence, comme il y a des messages qui viennent des mêmes bateaux, le côté indépendant est un peu à tempérer. Il y aura plein d'autres choses à faire, par exemple, prendre un axe de temps temporel, chronologique, où on peut regarder par exemple les 60 derniers messages d'un même bateau, ce genre de choses, donc finalement changer un peu d'angle de vue. On peut faire aussi la détection d'anomalies non supervisées, mais je pense ce qui est compliqué quand on fait la détection d'anomalies non supervisées, c'est la prise en compte des variables à la fois continues et catégorielles. Et c'est pour ça que des fois, il est plus astuce de se ramener en fait, dans un cadre supervisé, ça permet de mieux traiter ces cas-là. Enfin, tout ça pour dire qu'on peut faire de différentes choses, et aussi par exemple, là on fait un modèle par type de navire, on aurait pu faire un réseau de neurones multiclasses avec différentes classes de navires, sauf qu'il faut quand même prendre des classes qui sont suffisamment nombreuses. Juste pour terminer, alors je ne sais pas si tout le monde est familier de ça, la calibration d'un modèle. Moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait derrière on fait de la classification, mais ce qui nous intéresse vraiment c'est les probabilités, pour faire la détection d'anomalies derrière. Et du coup un truc qui s'appelle la calibration d'un modèle. En fait, une définition, c'est si un modèle est bien calibré, on peut faire confiance dans les probabilités. C'est-à-dire sur un exemple précis, si en fait on a une nouvelle base de données test, on prend par exemple un groupe, c'est l'ensemble des X, l'ensemble des individus où la probabilité qu'ils soient dans la classe 1 est de 80%, il faut que réellement il y ait 80% de ces individus qui appartiennent à la classe 1, donc sur les vrais labels. Et ça, en fait, c'est pas forcément le cas sur tous les algos. Par exemple, j'ai repris un exemple de scikit-learn, où sur différents, où on voit en fait en courbe en, je sais pas si vous voyez, mais la courbe en orange c'est un random forest, la courbe en bleu c'est une régression logistique. La régression logistique, de par sa nature, la fonction à optimiser, elle est naturellement bien calibrée. Alors un algo est bien calibré si ça suit la droite, y égale x. Et en fait, c'est par exemple un random forest, il y a un petit biais qui vient de sa définition, c'est qu'on va avoir un pic à 0,2 et 0,8. Ici, c'est la moyenne des y prédits. Et par exemple, sur la classe 0, quelqu'un de la classe 0 il va plutôt avoir un y prédit autour de 0,2. Ça lui fait comme ces méthodes d'ensemble. Pour arriver vraiment à un truc entre 0 et 1, il faudrait que dans tous les arbres et chaque feuille de ce x, il y ait vraiment 100% de la classe 0. Donc du coup, ça décale. Et en fait, il y a juste des méthodes pour arriver à recalibrer. Je vous invite à voir sur scikit-learn, c'est intéressant. Pour recalibrer a posteriori, pour que la droite soit bien, et que du coup, ces probabilités constituent un vrai indice de confiance. Et ça peut aussi servir dans le côté sur un peu modéliser l'incertitude. Si on a un nouveau échantillon et qu'il a 50-50% de probabilité dans une classe et l'autre, on peut se dire que l'algo n'est pas sûr. Alors que si l'algo est mal calibré, ce n'est pas forcément un indicateur pertinent. Donc voilà, tout ça, donc on a défini un algo de détection d'anomalies. Et ça nous amène à la deuxième partie, qui est un peu plus intéressante, c'est tout ce qui s'appelle Explainable AI. Alors, c'est un peu un nom de code, mais on retrouve sur la littérature sur différents noms comme l'interprétabilité du machine learning, etc. Je ne sais pas si tout le monde est familier, c'est un sujet qui prend de l'ampleur depuis 2-3 ans, en fait pour plusieurs raisons. Déjà, on voit qu'on s'oriente en machine learning vers des modèles qui sont de plus en plus complexes au sens du nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire de plus en plus de paramètres. Et c'est difficile en fait à interpréter les modèles, en tout cas les prédictions d'un modèle. Et c'est un peu la tendance parce que c'est quand même des modèles type Random Forest, XGBoost, les réseaux de neurones. C'est eux qui arrivent à avoir des très bonnes performances sur différents concours, en tout cas sur différents sujets. Et en fait, c'est des algos qui sont par leur nature très difficiles à interpréter. Et là, typiquement sur le cas d'usage, j'ai un peu présenté un coup à un lieutenant de navire. Et lui disait, c'est intéressant tous ces algos d'apprentissage. Enfin, en tout cas, il se dit que c'est assez intéressant et complémentaire d'autres algos déterministes à base de règles. Donc il y a de quoi faire. Mais en l'état, en fait, tout ce qu'on renvoie, par exemple, sur la détection d'anomalies, c'est un score d'anomalie entre 0 et 1. On lève une alerte, et pour un opérateur, c'est trop pauvre. Il va juste avoir, faut un peu l'aider. Et il me disait, typiquement, en l'état, si on fait un algo comme ça, il ne l'utilisera pas. Enfin, il a d'autres choses à faire par ailleurs. Et si on a juste, on lève une alerte, on met un score d'anomalie, c'est trop pauvre. Donc, du coup, il y a ce besoin d'arriver à expliquer pourquoi un algo a fait tel choix. En tout cas, l'aider dans son enquête, en détection d'anomalies. Et c'est tout un enjeu d'accepter ces algos d'apprentissage
en prod. Et pas que ça soit vraiment enfin, c'est un peu le défaut aujourd'hui, et ce qu'on reproche aux algos d'IA, c'est que ce soit des boîtes noires. Donc, ce que je vais présenter, c'est dans un sous-domaine. Alors, il y a beaucoup de choses dans la littérature sur le sujet, mais il y a beaucoup de choses dans la littérature, pas que ce soit un sujet récent, parce qu'en statistique, c'était déjà étudié depuis longtemps, mais en tout cas en machine learning, c'est le cas plus récemment. Et je vous parlerai sur des modèles agnostiques. Alors, le modèle agnostique, c'est, on se présente dans le cas par exemple d'usage AIS, on récupère un modèle en boîte noire, on ne sait pas comment il fonctionne. Par contre, on peut s'en servir, on lui donne un nouveau X, on obtient une sortie f de X, et en fait, on a des modèles explicatifs qui vont se plugger pour essayer d'expliquer les choix de cet algorithme. Donc, pareil, là, il y a beaucoup de choses dans la littérature, mais je prends peut-être deux familles de méthodes que je trouve intéressantes. La première, c'est calculer en fait contribution et l'importance des attributs dans la tâche de prédiction. Pareil, juste ce que j'ai pas dit, c'est que je me concentre dans l'interprétation sur un individu ponctuel. Expliquer un X et pas juste expliquer le comportement global d'un algorithme. Donc voilà, typiquement, ce qu'on souhaiterait avoir, et l'idée de la première méthode, c'est on a un modèle entraîné F, c'est un modèle en boîte noire, on peut l'utiliser. On a un individu X, par exemple, ça a été une alerte sortie pour un opérateur, qu'on a envie d'évaluer, d'avoir plus d'informations. Donc là, typiquement, sur le cas d'AIS, ça va être un message X, et F de X, c'est la proba d'être classé en tant que cargo. Donc X, c'est un message d'un cargo. Et en fait, l'objectif, c'est de calculer les contributions de chaque attribut pour à la fin avoir que la somme des contributions explique le f de x. C'est-à-dire d'avoir une somme des phi, où phi c'est la contribution de l'attribut numéro i de x. On a la somme des phi qui vaut f de x, donc f de x qu'on va expliquer. Phi peut être positif et négatif, donc on montrer vraiment sur un exemple. Si par exemple on avait un message de 3 variables, 3 attributs, message x, il a pour vitesse 1,5 nœuds, il est amarré, il a latitude 45,58 degrés. En fait, on aimerait à partir d'une valeur de base, si on en discutera, en fait, comment trouver le f de x, la sortie. Donc f de x, c'est les probabilités entre 0 et 1, que ce soit un cargo. Et on aimerait avoir une explication en fait, de ce type-là, c'est-à-dire que la vitesse d'1,5 nœud, le fait qu'il soit amarré, c'est quelque chose qui pousse dans le sens d'un f de x proche de 1, donc dans la probabilité que ce soit un cargo, alors que la latitude, au contraire, ça pousse dans l'autre sens, proche de 0, donc que ce ne soit pas un cargo. Donc en l'occurrence, détection d'anomie, ça pousse dans le sens que, que le message soit une anomalie. En tout cas pour l'algorithme entraîné. Et en fait, pour répondre à ça, c'est plus sur la théorie des jeux coopératifs. Je parle de ça avant de parler du papier. Mais faire le parallèle à la théorie des jeux coopératifs, en fait, le jeu ici, c'est la tâche de prédiction. Le gain, c'est f de x, c'est la récompense. Et les joueurs, c'est les attributs xi de x. Et en fait, la question qu'on essaie de répondre, c'est comment, une fois qu'on sait un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire estimer les contributions de chaque attribut, la question, ça va être comment distribuer équitablement les récompenses, donc calculer des contributions qui soient équitables. Et en fait, la réponse qui vient de la théorie des jeux, c'est utiliser les valeurs de Shapley. Alors, pour ceux qui ont déjà fait la théorie des jeux, ils connaissent, mais en fait, c'est une méthode, en tout cas, c'est une valeur de contribution qui permet de répartir équitablement les récompenses entre les joueurs. On en parlera juste après. Donc, maintenant, ça, c'est l'idée. Maintenant, appliquée au machine learning, ça a été les mêmes idées, mais ça se base sur un article qui est vraiment intéressant, qui était au NIPS l'an dernier, c'est une grosse prof de machine learning. Et en fait, il a essayé de trouver un formalisme pour beaucoup de modèles explicatifs. Et, alors, le formalisme va être un peu lourd, je vais passer plus vite sur les détails. Mais en fait, on définit une classe de modèle explicatif G. On a la somme des phi. Phi, c'est ce qu'on avait défini avant, c'est les contributions de l'attribut numéro i. Les x', en fait, c'est une variable booléenne, c'est-à-dire xi', ça vaut 0 ou 1. 0 si la variable, l'attribut in est présent ou pas en entrée du modèle, 1 s'il est présent, et phi 0 c'est un intercept. Alors en fait, juste avant de définir, on parle d'espace simplifié. Alors dans le cas AIS des navires, l'espace simplifié c'est le même que l'espace initial, mais souvent en interprétabilité, quand on parle de contribution des variables, on veut que ce soit dans un espace qui soit interprétable par nature, en tout cas par un être humain. Par exemple, sur des exemples précis, quand on fait du NLP, un espace initial simplifié, ça va être l'espace des mots, par exemple. Où on va essayer de trouver la contribution d'un mot. Alors ça, c'est un exemple de classif sur des textes, le 20th News Group. Et on essaie de faire de la classif par sujet sur des blogs. Et là, l'espace simplifié, ce qu'on voudrait, c'est contribution d'une variable dans sa classification. Et on veut être dans cet espace simplifié parce que c'est plus facile de raisonner par mot que dans un espace qui serait déjà encodé, suivant par exemple le TF, IDF, ce genre de choses. C'est pareil pour de l'imagerie. Un espace simplifié, ça va être, au lieu de prendre par exemple pixel par pixel, ça va être des fragments d'images, comme on voit en haut.
pour avoir, en fait, si on faisait de la classif sur l'imagerie, avoir des explications de ce type. Par exemple, l'algo, il ressort une guitare électrique pour telle région d'image, il ressort que c'est une guitare acoustique pour telle autre, et un labrador au niveau de la tête du chien. Donc avoir ce type d'image et que ce soit compréhensible et pas avoir une contribution de variables qui serait déjà encodée comme on fait en réseau de neurones, dans un espace qui est un peu flou. Donc en fait, toujours sur le même article, ils définissent 3 propriétés qui sont intéressantes et arrivent du coup à cette solution des contributions. La première propriété qui est intéressante, c'est d'avoir une accuracy locale, c'est-à-dire que le G, le modèle explicatif, il faut que ça matche avec le f de x. Le x, c'est l'individu qu'on veut expliquer, donc précisément sur ce x. Un attribut de missingness, où en fait ça dit juste que si un attribut n'est pas présent, sa contribution est nulle en entrée du modèle. Et consistance, ça c'est plus compliqué à montrer à l'oral, mais c'est juste en fait qu'il y a une constance sur la relation d'ordre entre les contributions si on change de f. Mais je vais plutôt parler de ça et ça serait plus compréhensible. Donc en fait l'article ce qu'il dit c'est si on a un modèle qui vérifie les propriétés précédentes qui sont intéressantes, en fait ces phi, ces valeurs de contribution, c'est forcément les les valeurs de Shapley. Et les valeurs de Shapley ont cette forme-là. Alors c'est un peu brut au début, mais ça se comprend bien. En fait, si on cherche la contribution de la variable i, l'attribut i, en fait, on teste, alors pour reprendre la terminologie de la théorie des jeux, qui est facilement explicable, on teste des coalitions. En fait, S, c'est un sous-espace des attributs, c'est juste une coalition. Donc en fait, on va sommer sur toutes les coalitions possibles d'attributs, et pour chaque coalition, on regarde en fait la différence en sortie du modèle. Pour une coalition donnée, est-ce que quand on ajoute la variable l'attribut i, et sans ajouter l'attribut i, comment ça change la sortie? Alors typiquement sur le premier truc, on fait une somme pondérée sur toutes les coalitions, donc en fait c'est juste une combinatoire, on teste tous les attributs possibles, les groupes, les sous-espaces d'attributs, donc les coalitions. Et deuxième partie, c'est juste en fait pour une coalition donnée, si on ajoute la variable i, on la retire, qu'est-ce que ça change sur la sortie? Sauf que comme on fait ça sur toutes les coalitions, on teste en fait toutes les combinaisons d'attributs entre elles. C'est-à-dire qu'on va regarder par exemple l'attitude avec la vitesse, l'attitude avec le statut de navigation, etc., de différentes tailles. Et à chaque fois, du coup, on a c'est plus sophistiqué que juste enlever la variable i et regarder qu'est-ce que ça change au modèle. Alors en machine learning, ce qui pose problème des fois, c'est quasiment toujours, c'est qu'on ne peut pas trop modifier le vecteur d'entrée. Si taille 10, c'est compliqué il faudrait refaire l'apprentissage sur un sous-espace petit. Mais dans l'article, ils mettent des méthodes pour s'en sortir en machine learning. Donc, comment l'utiliser? En fait, concrètement, on a un message X, par exemple, qui était sorti comme une alerte. Donc, il a ces différents champs. L'algo lui a donné une probabilité de 12,5% d'être un cargo, alors qu'il déclare en être un. Donc, si par exemple, on avait mis un seuil pour déclencher une alerte à 15% probabilité, ce serait sorti comme une alerte, on aimerait bien l'expliquer. Donc ça, c'est calcul des contributions. Alors juste un truc qui est pas forcément bien vu. Le 88, en fait, c'est juste le 1 moins 12,5. Donc en fait, plus c'est proche de 1, plus il y a 100% de chance que ce ne soit pas un cargo, alors qu'il déclare l'être. Et si c'est à 0, c'est que c'est un individu normal. En fait, plus proche de 1, plus c'est une anomalie. Et là, en fait, dans le calcul des contributions, on voit direct que l'attitude et cap, donc ces deux attributs, ont contribué à pousser la sortie, donc 0,88, plus vers 1. Donc en fait, on peut se dire que ces deux attributs, aussi le fait qu'il ait mis le moteur, mais qui poussent dans le sens que ce message soit une anomalie. Et à l'inverse, le fait qu'il n'ait pas mis un statut de navigation par défaut, ça c'est notre défense, c'est pas forcément, c'est un peu expliqué à l'oral, mais surtout la longitude, le fait que sa longitude soit à 26,86, c'est quelque chose qui n'est pas déconnant pour un message type cargo. Donc ça c'est le même graphique mais différent présenté. Donc en fait, on avait juste les scores d'anomalie. Donc là, ce serait 12,5%. Et là, on a un peu plus, on arrive à se dire, bah voilà, ce serait plus à cause de cette variable, sa latitude et son cap, que cet individu a été classé comme une anomalie. Alors les avantages de cette méthode, c'est que ça distribue parfaitement la prédiction entre les attributs, donc la somme des contributions fait le f de x. Donc ça, c'est plutôt un truc assez intéressant. On peut utiliser des contrastes. Alors je ne vais pas trop aller, mais c'est par rapport à la valeur de base. Souvent, on prend la moyenne sur tous les jeux de données. Mais on peut prendre par exemple soit un sous-échantillon sur un autre individu, et du coup on explique en fait la différence entre f de x et cette valeur de base au niveau des contributions, et ça peut donner des explications sous forme de contraste qui sont intéressantes.
On peut aussi avoir des graphes d'explication globale. Alors, je ne sais pas si les gens sont familiers avec les partiels des plans plot, mais là, on a une explication qui est ponctuelle sur un X. Mais si on prend au hasard une centaine d'individus, on peut, et si possible des individus différents, on peut arriver à essayer de retrouver un peu comment fonctionne globalement le modèle. Et ce qui est intéressant de cette méthode, c'est qu'il y a une théorie derrière, qui est basée sur la théorie des jeux. Ce qui est assez intéressant et qui n'est pas le cas de beaucoup de méthodes d'interprétation. Des fois, c'est plus un peu flou. Les gros défauts, c'est pour calculer les shape value, c'est une complexité algorithmique, c'est un problème Sharp et complet. Mais il y a beaucoup de façons de le faire, et surtout en machine learning. Ça dépend, des fois on relâche des contraintes pour gagner en temps de calcul. Ça, je vous laisse lire l'article, on pourra en discuter après. Et un truc aussi qui est plus global, pas que à cette méthode, mais en interprétabilité, c'est un gros morceau, c'est mieux d'avoir accès à la base d'apprentissage. Si on n'a pas accès à la base d'apprentissage, c'est compliqué parce que quand on estime ces shape value, on doit en fait compenser les autres variables qui n'ont pas été prises. Et ça peut faire souvent de la simulation. Et quand on n'a pas accès au moins à quelques infos de la base d'apprentissage, c'est assez compliqué. On y reviendra sur la deuxième méthode, sur ce problème-là. Donc la deuxième famille de méthode, c'est les explications contrefactuelles. Donc qu'est-ce qu'une explication contrefactuelle? Déjà, la définition contrefactuelle, c'est ce qui aurait pu être si mais qui n'est pas. En fait, c'est une explication de ce type-là. Si la vitesse, si on a un message qui est sorti comme linéaire, par exemple, on a une explication aussi, si la vitesse était de 16 nœuds au lieu de 9, alors la probabilité d'être un carreau serait passée de 18 à 58%. En fait, souvent, ça c'est des explications qu'on aime bien généralement, c'est en fait, on n'a pas envie de savoir vraiment comment fonctionne globalement le modèle. On a juste d'avoir une explication qui soit sparse, du style, si on avait changé telle variable, de telle façon, hop, le message serait passé dans un message de la catégorie normale. Et l'objectif, en fait, de tout ce qui est explication contrefactuelle, c'est de faire la plus petite modification sur le message pour que ça sortie, pour trouver un contre-exemple qui ait une sortie du modèle, qui soit celle qu'on veut définir. Par exemple, sur notre message d'avant, il y a une probabilité de 12,5% d'être un cargo. On aurait trouvé un contre-exemple qui soit proche de notre message, mais qui ait une probabilité de 100%. Et du coup, pour avoir une explication par contre-exemple. Par exemple, là, c'est basé sur un article. Leur idée, en fait, c'est ils veulent expliquer sur un problème de classification. Donc là, on voit la frontière en pointillé. Ils voudraient expliquer pourquoi l'algo rouge a été classé dans la classe à droite. En fait, ils font tout l'échantillonnage jusqu'à trouver un contre-ennemi qui soit dans l'autre classe. Et après, pour avoir une explication qui soit sparse, où j'ai le moins de paramètres, ils trouvent en fait cet individu ici. Et on a une explication du coup du fait de ce type-là. Si l'individu rouge, on avait juste bougé la variable x1 de cette façon, l'individu aurait été classé dans l'autre classe. C'est ce genre de truc. Alors en pratique, c'est pas très bon de prendre au niveau de la frontière parce que c'est souvent bruité. Il vaut mieux aller un peu plus loin. Ça, c'est le même article, mais sur l'imagerie. En fait, c'est d'après l'algorithme comment passer d'un 8 à un 9. Donc on a un 8, c'est un échantillon, un individu, et on aimerait savoir son plus proche ennemi dans la classe 9. Donc c'est ce qui est en haut. Et d'après ce qu'ils trouvent, d'après leur algo, il suffirait d'enlever certains pixels, d'en rajouter d'autres pour que notre classifieur le classe en 9. Alors en bas, c'est un peu moins clair. Donc qu'est-ce qu'une bonne explication contrefactuelle? Alors il y a plusieurs choses à voir. Il faut que l'individu contrefactuel, donc le contre-exemple, c'est assez proche des exemples adversaires, ceux qui sont planifiés, sauf que la finalité est un peu différente. L'exemple adversaire, on essaie de piéger l'algo. Là, c'est plus, on essaie de trouver un contre-exemple, mais dans un but explicatif. Du coup, l'exemple contrefactuel, on voudrait que sa prévision, donc la sortie, donc si l'individu contrefactuel c'est Z, on voudrait que f de Z soit proche d'une sortie prédéfinie, donc y tilde. On voudrait que l'individu soit similaire à un x, pas trouver un contre-exemple qui soit, je ne sais pas, sur l'exemple d'AIS, qui soit le bout du globe. Que le nombre de variables modifiées soit le plus petit possible. En fait, plutôt qu'à avoir un individu peut-être plus proche, mais qui modifie 10 variables en même temps, on préfère que ça modifie une seule variable, un peu plus, parce que c'est plus facile à concevoir. Et ensuite, dernier truc qui est pas forcément évident, et on verra après, c'est toujours, ça fait référence à la base d'apprentissage. On voudrait que l'individu, contre-exemple, ait des attributs plausibles. En fait, que ce soit un individu qui pourrait être généré par la loi de distribution des données. Sur AIS, on ne veut pas avoir un contre-exemple qui soit sur la Terre, ou qui soit à 80 nœuds dans un port. L'approche choisie qu'on a pris, en fait, c'est de poser un problème d'optimisation. Là, pareil, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a moins de théories établies comme la première famille de méthode.
Mais on pourrait poser un problème d'optimisation où en fait on essaie de trouver un compromis entre, on veut trouver un contre-exemple Z, on veut que ce Z soit proche de notre x, donc on met une distance, et en même temps on voudrait que le f de z soit proche de notre y tilde. Donc il y a un compromis à trouver entre on cherche localement et en même temps on veut que ce soit proche du y tilde. Alors dans ce que je vais montrer après sur les exemples, je trouve des contre-exemples dans la vraie base de données, donc ça c'est le cas le plus simple. Si on voudrait vraiment trouver des contre-exemples qui ne soient pas dans la base de données, il y a plusieurs solutions. Si le f, là on a supposé que c'était une boîte noire, donc on n'a pas d'infos sur le f, on n'a pas accès à son gradient, son hessien. Si c'est un modèle paramétrique, on pourra avoir son gradient, donc faire directement une descente de gradient, par exemple, et trouver un z dans le voisinage. Sauf que quand on fait ça, on n'a aucune garantie que le z qu'on trouve soit un individu plausible. Pareil, on peut retrouver un bateau sur la Terre. Et si on n'a aucune information sur le f, sur le gradient et sur les hessiens, on est en train de tester ça en ce moment, on peut faire des algorithmes évolutionnistes, algorithmes génétiques. C'est en fait, quand un cas d'optimisation, on cherche à minimiser une fonction f, mais on n'a aucune info dessus. En tout cas, localement, on sait que la fonction est très irrégulière, non convexe, etc. Et on ne peut pas faire l'optimisation convexe comme on a l'habitude en chimie. Dernier point, c'est juste sur la distance. Ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est ce que j'avais pris dans cet exemple. En fait, c'est juste prendre une distance qui encourage le fait de modifier le moins possible d'attributs, le moins possible de variables, pour avoir un truc un peu sparse. Donc ça, c'était l'exemple, c'est le même message que j'ai présenté tout à l'heure. C'est dans la base de données, c'est l'exemple en rouge, c'est ce qu'on veut, c'est l'alerte qui a été levée, donc ce qu'on veut expliquer. Et quand on cherche dans la base de données, les plus proches contre-exemples, les exemples contrefactuels, en fait, on trouve l'exemple en vert. Et là, déjà, visuellement, on voit que le cargo est en dehors d'un rail. Les avantages de cette méthode, c'est que les exemples contrefactuels sont assez clairs. En tout cas, pour des gens qui ne sont pas du machine learning, qui sont pour d'opérateurs, souvent les gens aiment bien. C'est un exemple, c'est une explication plutôt sympa. L'implémentation, il n'y a pas trop de théorie derrière, mais l'implémentation peut se faire, peut s'adapter aux problèmes qu'on est en train de faire. On peut recoder les choses plus simplement. Et en pratique, elle peut fonctionner sans avoir accès à la base d'apprentissage. Et si on n'a pas accès à la base d'apprentissage, il faut faire de la simulation. Et pareil, encore une fois, simuler quand on est dans un espace de plusieurs dimensions, ça peut être vraiment dur. Par exemple, aller simuler des messages AIS, c'est compliqué. Donc soit quelqu'un sait le faire, un opérateur, et on peut le faire. Enfin, il peut le faire, et encore, c'est quand même très dur. Ou soit il faut estimer, soit localement, soit globalement, mais la densité des messages, la loi de distribution, ça c'est un problème assez compliqué. Donc généralement, il vaut mieux avoir accès à la base d'apprentissage, ne serait-ce que pour avoir au moins quelques infos sur la densité des messages. Les défauts, un truc qui est assez connu, enfin connu pour ces explications-là, c'est l'effet de Rashomon. En fait, on peut générer plusieurs explications possibles, mais qui se contredisent. Et par exemple, on peut avoir deux contre-exemples, où sur un message en contre-exemple, la vitesse a augmenté, l'autre, la vitesse a baissé. Et ça peut des fois poser problème parce qu'on aimerait avoir une seule explication qui soit possible. Or, souvent, dans le machine learning, quand on regarde un peu comment fonctionnent les algos, on peut avoir plusieurs explications possibles d'un même phénomène. Ça, c'est un truc que disait Bremen en 2000 sur la multiplicité des bons modèles. C'est souvent, quand on fait un problème de machine learning, on peut avoir plusieurs modèles de machine learning pour les mêmes performances, mais derrière pour des fonctionnements internes vraiment différents. Donc, ça pose problème parce que chaque algo va avoir des explications différentes, et ça, c'est pas évident à prendre en compte. On n'a pas de garantie de trouver un contre-exemple, en tout cas dans le voisinage de X qu'on veut expliquer et sous ses contraintes. Et la gestion des variables catégorielles, c'est un vrai problème. C'est vraiment dur, comme c'est basé sur des notions de distance, c'est toujours compliqué de mêler variables continues et variables catégorielles de façon propre. Et souvent, du coup, il vaut mieux figer des variables catégorielles et chercher parmi les variables continues. Enfin, c'est pas forcément, c'est vraiment pas évident. Alors juste terminer sur les démos, alors c'est le même exemple que je montrais, donc là c'est un message, donc c'est celui que j'ai présenté avant. Il a 12,5% de probabilité d'être un cargo alors qu'il prétend en être un. Et on aimerait expliquer. Donc ce qui est intéressant, c'est que les deux familles de méthodes que j'ai présentées, elles sont complémentaires. C'est-à-dire la première famille de méthodes, elle donne les contributions de chaque attribut, donc ça donne déjà un petit indice, ah, tiens, telle variable c'est à cause de telle variable que l'algo est une anomalie. Et ensuite, on peut la regarder dans les contre-exemples. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà expliqué. On s'est dit, bah, ok, sur cet exemple-là,
L'attitude, le cap, c'est a priori les deux attributs qu'on poussé l'algo à le mettre comme une anomalie. On poussé la sortie de l'algo à 80% vers 1. Donc on se dit, ok, ces deux variables, au niveau enquête, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Et ensuite, du coup, quand on a généré les contre-exemples, alors je peux juste après, c'est le truc, quand on a généré les contre-exemples, déjà on peut avoir en tête l'attitude et cap. Alors l'attitude, ça se voit directement, l'attitude c'est les ordonnées. Là on voit qu'il est au-dessus des autres messages de la classe Carlo. Et après le cap, ça ne se voyait pas immédiatement, mais c'est notre anomalie, il est à 330 de cap, c'est notre alerte. Et quand on va comparer par rapport aux autres messages, aux exemples contrefactuels, on voit qu'ils ont des caps plutôt autour de 270. Donc en fait, pour un opérateur, on peut se dire, bah, ok, l'algo l'a sorti comme une anomalie. Et d'après l'algo, c'est à cause de sa latitude et de son cap. Et ça donne quelque chose d'un peu plus simple pour l'enquête que juste avoir un score d'anomalie à 2,5%. Juste un exemple d'un autre message. Je vais pas faire une petite démo après, mais on peut faire une démo où on prend au hasard des percentiles, parce que là, ça fait que je triche, quoi. J'ai des trucs qui m'arrangent. Là, c'est un message où l'algo a sorti 0% de chance que ce soit un cargo, ou en tout cas 100% de chance que ce n'est pas un. Et d'après les contributions, l'attribut qui revient, c'est le fait qu'il ait mis un statut de navigation à not defined. Alors, c'est pas très clair sous ce format-là, mais c'est un statut de navigation par défaut. Et en gros, il dit c'est à cause de cet attribut que je l'ai mis en anomalie, alors que par exemple, la vitesse à 2,7, c'est quelque chose qui n'est pas délirant pour un message de type cargo. Donc déjà, on se dit, ok, ça c'est essentiellement, et aussi le fait qu'il n'ait pas mis le moteur. Et donc déjà, on a une petite idée sur quoi enquêter, et quand on regarde les contre-exemples, il est bien dans un rail par rapport aux autres, mais quand on regarde, donc on s'était dit, ouais, le statut de navigation, il apparaît ici, nav statut, not defined, et le fait qu'il ait mis un not defined et pas under one on jail. Under one jail, c'est quand on met le moteur. Et là, en fait, ils sont dans un rail, donc ils ont mis le moteur en route, l'accélération. Et du coup, on voit que finalement, il n'a pas du tout le même statut de navigation que les autres. Donc c'était cohérent. Et au niveau de la vitesse, c'est assez proche des autres. Donc c'est pas, finalement, c'était pas ça qui était discriminant. Juste pour terminer, un petit point rapide, c'est difficile de parler d'interprétabilité sans parler de line. Juste l'idée globale, pour ceux qui connaissent, c'est une méthode qui est arrivée il y a 3-4 ans et qui a un peu lancé le sujet d'interprétabilité. L'idée assez intéressante, c'est, par exemple, ça c'est un modèle de classification. Globalement, il est complexe, donc on se retrouve dans le modèle de machine learning qui peut être assez complexe, donc hautement non linéaire. Sur ce, c'est pas mais on aimerait expliquer la croix rouge. Et en fait, l'idée du truc, c'est auquel le modèle peut être très complexe globalement, mais localement, autour du X de la croix en rouge qu'on veut expliquer, en fait, on peut approximer le comportement du modèle par des modèles plus interprétables. Alors, le modèle interprétable, ça va être des régressions linéaires, des arbres de décision, de faible profondeur, ce genre de choses. Il y a aussi d'autres modèles gamme, ce genre de choses. Et en fait, autour de cette croix rouge, on fait un échantillonnage, on pondère par rapport au voisinage, on veut que les soient proches, et on fait une régression linéaire locale. Et en fait, même si le modèle est globalement complexe, on peut se dire qu'autour de la croix rouge, de la frontière, ça peut être interprété par une régression linéaire. Et quand on a une régression linéaire, on obtient toutes les contributions par, en tout cas le poids de chaque variable qu'on a l'habitude dans la statistique. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.